Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Talk with Tristan. Je suis Tristan Baudois, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce voyage captivant où nous plongeons au cœur de l'authenticité et de la découverte. Dans chaque épisode, je m'assois avec des invités exceptionnels, des entrepreneurs, des sportifs, des gastronomes, des personnes ordinaires aux récits extraordinaires et bien d'autres. Ensemble, nous naviguons à travers les expériences qui façonnent notre monde, dévoilant des histoires qui suscitent la réflexion, inspirent l'action et cultivent la connexion humaine. Que vous soyez en quête d'inspiration, de connaissances ou simplement à la recherche d'une pause bienvenue dans votre journée, Talk with Tristan est l'espace où vous découvrirez des idées qui éclairent, des histoires qui captivent et des conversations qui résonnent. Alors installez-vous confortablement ou mettez vos écouteurs car je vous emmène dans mes aventures. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Charlie Faron, artiste et fondateur de la marque Ancré Studio. Hello Charlie, merci de m'accueillir aujourd'hui dans tes ateliers. Comme j'ai à mon habitude, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec mes intervenants. C'est pour ça que je te demande de te présenter et présenter ton secteur d'activité. Avec grand plaisir. Hello Tristan, merci pour l'invitation. Alors moi c'est Charlie Faron, j'ai 27 ans, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Ancré. Donc on est plutôt dans le textile et spécialisé dans la broderie. Là on est, bon, ça se voit pas, mais on est dans notre atelier de broderie. On pouvait pas y aller parce qu'il fait trop de bruit, mais enfin, il y a trop de bruit. On fait de la broderie, on a notre marque de vêtements, on a des boutiques et on essaie d'être spécialisé dans ce milieu-là et d'avoir que nos propres collections pour le moment et d'essayer de se développer dans le secteur de la mode petit à petit. Et tu fais ça depuis combien de temps, le projet Ancré ? Depuis bien trop longtemps, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, même on rentre sur la 8e année. Là, donc t'avais quel âge quand t'as commencé ? J'avais 19 ans. 19 ans. Ouais. 19 ans, tout jeune, naïf et plein d'énergie. Et t'avais quoi ? C'était un projet que t'avais à côté de tes études ou tu t'es lancé direct en autodidacte un petit peu ? Raconte-nous un peu. Si tu veux, moi, j'ai jamais trop fait de... J'ai fait mon collège, j'ai fait mon lycée, la primaire, ça m'a toujours gonflé. De la primaire au lycée, en fait, juste, j'en avais marre parce que j'ai passé mon enfance aux États-Unis et j'ai suivi un cursus scolaire américain au tout début, de mes 6 mois à mes 7 ans, qui n'a rien à voir avec le cursus français. C'est-à-dire que t'as pas les mêmes principes éducatifs. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais juste c'est complètement différent et l'enfant est beaucoup plus libre et beaucoup plus... Il y a moins ce côté très sérieux de l'école en France. Et donc quand je suis rentré en France et que je suis arrivé en primaire dans le fin fond dans le 5e, dans une école publique, et je suis très content d'aller dans une école publique, mais je veux dire très française, très normée, très cadrée. Et moi je parlais avec un accent américain, je parlais à peine français. J'ai juste appris via mes parents, enfin tu vois. Et en fait, à partir de ce jour-là, l'école a toujours été un peu une plaie et un peu un sentiment d'angoisse. Et donc j'ai jusqu'au bout et j'ai fait 1 an d'études de business de la musique à Londres parce que je faisais beaucoup de musique et je me suis dit autant en apprendre le business si jamais un jour je dois comprendre comment ça se passe et voilà. Et ça m'a pas plu du tout. Londres ou les deux. Je pense que Londres c'était un peu tôt. Je bois pas d'alcool par exemple. Et ne pas boire d'alcool à Londres à 18 ans, ça paraît con. C'est vrai que c'est problématique. Mais c'est problématique quoi. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à rentrer dans le moule, c'est assez compliqué. Et l'école, c'était 8 heures par semaine, pour des montants dérisoires. Où, en fait, tu n'apprends rien foncièrement. Tu te dis, ça va t'amener plein de contacts, mais en fait, non, rien du tout. Ça t'apporte rien du tout. Donc, je pense que si tu vas jusqu'au bout, effectivement, ça t'ouvre des portes et voilà. Moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas forcément. Je suis rentré à Lyon au bout d'1 an, du coup. Et là, je me suis dit, je vais aller dans le studio de mon cousin. Qui appartenait à mon oncle, qui a été légué à mon cousin, qui s'appelle le studio Anatole, qui est sur les quais Saint-Vincent. Et l'idée, c'était de juste pouvoir apprendre à voir comment ils bossaient, parce qu'ils faisaient de la post-prod. Okay. Donc, tout ce qui est un peu voix off, donc c'était pas de la musique, mais c'était plutôt tout le cursus de ce que tu vois sur Netflix. Ouais. Et donc, j'ai dû faire 2 édits pour eux, et j'étais tellement mauvais qu'il m'a dit mais il m'a dit tu peux rester si tu as envie. Donc moi je suis resté, j'ai regardé et j'ai monté en même temps Ancré pour rigoler, qui était normalement juste un Instagram qui regroupait les tatouages que j'aimais bien. Okay. J'ai appelé ça Ancré, j'ai trouvé ça cool. Je l'ai fait imprimer dans le dos d'un sweat pour voir à quoi ça ressemblait l'atelier du quai à Lyon qui venait d'ouvrir. Et je sais pas, j'ai porté 2-3 fois, mes potes m'ont dit c'est un peu nul. Et ils avaient pas de tort, il y a marqué Ancré dans le dos, moi je trouvais ça cool.
Et un jour, je vais dans le magasin d'un pote avec ce sweat par hasard. Et puis en repartant, il me dit attends, il est cool ton sweat, tu l'as eu où? Je dis bon, je sais pas, c'est moi qui l'ai fait. Il m'a dit bah tu veux pas m'en mettre, je suis en train de fermer, j'ai plus de collection, enfin je peux plus commander de collection, est-ce que tu veux pas mettre des trucs jusqu'à que je ferme quoi? Je dis bon aussi. Et ça a démarré comme ça, si tu veux. Et je me dis constamment que sans ce mec, sans ton pote là. ouais, qui est un mec qui a toujours été adorable avec moi et avec mes amis, on avait 15 ans, on allait dans son magasin, on devait le saouler parce qu'on n'achetait jamais rien. Et moi je le sais, pour avoir tenu un magasin, que parfois des gens arrivent et discutent, tu sais, parfois tu dis bon c'est bon, ça me gonfle un peu. Enfin, achète un truc au moins au bout d'un moment. Que sans ce mec qui s'appelait Fred, qui s'appelle toujours Fred, qui s'il m'avait pas dit il est cool ton sweat, probablement Ancré n'existerait pas. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est parfois tu joues à l'acquiescement de quelqu'un qui te permet de dire ok en fait c'est bien. Ouais, le moment déclencheur un peu, c'était cette période-là. Et c'est quelqu'un aussi que je respectais forcément, et du coup son avis comptait, et voilà, je pense ici ma mère disait c'est bien, bon, c'est cool, mais c'est pas ça qui m'aurait forcé à pousser. Et donc voilà, et tout est parti de là, et du coup j'ai pas fait d'études, et j'ai monté ça pour me marrer. Et première année ça n'a pas marché du tout. L'objectif c'était de vendre 10 pièces par mois sur le site, ce qui n'est pas une mince affaire au début quand même. Tu sais quoi, ça se passe comment un peu les débuts? Tu vas sur Shopify, tu crées ton site internet. Ouais, moi Squarespace je crois à l'époque. Je sais plus si j'ai fait Shopify, j'ai contrebalancé entre les deux pendant un long moment. Mais en tout cas, tu crées ton site, tu fais quelques photos, tu les mets en ligne, tu fais des collections, tu te rends compte que les collections en fait elles marchent pas. En fait, tu en fais 50 d'un coup en disant ta famille va acheter, personne n'achète. Donc tu te retrouves avec des stocks. Donc la première année, c'est un peu ça. Tu passes un peu par des influenceurs, même si moi, c'est vraiment un cursus qui m'énerve absolument. Mais au début, je sais pas, j'appelais des gens à Lyon que je connaissais vite fait, qui avaient un peu d'abonnés. Et ouais, j'ai dû vendre. J'ai dû faire 2 mois en un an, j'ai vendu 10 pièces par mois sur le site, quoi. Donc ça suffit pas, évidemment. Donc je bossais en même temps chez H&M. J'ai tenu 2 semaines, j'ai arrêté. Et ensuite, je suis devenu coursier à vélo. Mais full time pour une boîte. Donc ça me permettait de contrebalancer tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je peux plus faire de collection. S'il y a un moment, ça va plus marcher, je vais me retrouver. Et puis, je recevais des trucs, c'était pas ce que je voulais. Enfin, tu vois vraiment le truc où tu as l'air un peu. Je me souviens une fois être allé récupérer des casquettes, et, je voulais juste faire broder un E entre crochets, je les récupère les 20, mais j'étais allé au fin fond de l'Ain pour être sûr que ça coûte moins cher, tu vois. Et putain, je récupère ces casquettes et je les regarde et je dis, ok. Et je savais que c'était pas bien, tu vois, mais je sais pas le dire. Et puis je monte dans la voiture, je dis, mais en fait, non. Et donc, je repars dans le local qui était en zone indus. Je dis, écoutez, je suis désolé, mais c'est... Enfin, non, quoi. Et les mecs m'ont dit, bah si, c'est comme ça. Je dis, bah non, mais vous voyez bien, la broderie, elle est pas droite. Et c'était un crochet, c'était 2 crochets, un E, donc c'est compliqué de voir que c'est... Enfin, tu vois, je dis, c'est dégueulasse. Et ils me disent, bah non, c'est comme ça que ça marche. La broderie, on pouvait pas faire mieux. Et tu veux dire quoi à ce moment-là? Effectivement, tu connais pas la broderie, tu connais rien. T'es petit et eux, Exactement. Et ce moment-là, j'ai eu un espèce de déclencheur de j'arrête de faire ça, je vais faire moi-même, ça va prendre plus de temps, mais au moins ça sera fini les problèmes. Et c'est là où j'ai acheté ma première machine à broder. Qu'on a vu tout à l'heure. Qui est derrière, qui marche encore. Et je l'ai acheté à la personne qui aujourd'hui m'a chargé de prod, qui elle vendait des machines à coudre dans un magasin. Et en fait, quand je suis arrivé, je pensais que pour 1 000 €, tu avais quand même un truc solide. Et elle m'a dit, mon coco, 1 000 €, tu fais rien du tout. Donc il fallait quand même mettre 5 000 €, trouver des fournisseurs du coup, de marques vierges. C'est quand même un petit taf. Et en fait, tout est parti de là où du coup j'ai acheté la machine à broder. Je ne savais ni coudre ni broder, rien faire. Je ne l'ai même pas laissé me former. Quand j'ai eu la machine, je dis je remonte, je bosse avec. J'ai fait des trucs horribles au début. J'avais pas mis de fil de canette. J'avais fait n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit pour m'entraîner, je vais sortir une nouveauté par jour pendant un mois. J'ai appelé ça le calendrier de l'Avent parce que c'était pendant Noël. Qui était dispo que 24 heures à chaque fois, le produit. Et en fait, j'ai fait ça pendant 4 mois. 3-4 mois, non-stop. Et ça a commencé un peu à prendre avec ça. Et ensuite, j'ai ouvert un shop à Paris. Enfin, bref, ensuite, de fil en aiguille, ça a grossi. Et... C'est le cas de le dire, ça a grossi. Et ça... Je pense que j'avais aussi... j'ai pas de tempérament fêtard. Donc, j'avais que ça à faire, en fait. De mes journées, j'avais que ça à faire. Donc, il y avait aussi le fait que ma mère m'avait fait confiance, mon père aussi, mais ma mère, c'est quelqu'un de plus institutionnel, il faut faire des études, il faut faire machin. Elle m'avait un peu fait confiance en me disant, je te finance cette machine à broder. Pourquoi, tu vois?
Mais moi, je l'aurais pas fait, je pense, pour moi-même. Donc, il y avait un peu cet outil de confiance de bon, c'est peut-être pas un caprice et machin, et je voulais lui prouver que c'était possible. Et après, j'ai eu un shop à Paris. Ça, c'est pareil, ça a été hyper compliqué à 21 ans d'essayer de négocier un magasin avec des Et mecs. pourquoi à Paris et pas à Lyon, sachant que t'es originaire d'ici? Lyon est très bien pour démarrer, Ouais. mais ensuite. Ouais, Paris, c'est là où tout se passe, quoi. Bah ouais, enfin, tu bosses dans la gastronomie à Lyon, très bien. Ouais. Tu bosses dans la mode à Lyon. C'est plus compliqué. Ouais. Bah, c'est impossible. Ouais. T'as pas de médias, tu ne fais pas déplacer les médias à Lyon non plus. Nous, Ouais. ça fait des mois et des mois et des années qu'on leur dit venez voir l'atelier, venez voir comment on fonctionne, venez voir ce qu'on fait, venez. Forbes, on avait failli arriver à les faire venir, enfin tous, mais à chaque fois ils sont là, ils sont bah ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas. Ouais. Et en fait, tu as un côté où il est un peu frustrant de bon, bah écoute, si t'as pas envie de venir, viens pas. Ouais. Mais du coup, moi, je vais venir à toi, quoi. Ouais. Et Paris, en plus, mon ex-copine à l'époque vivait là-bas. Donc, il y avait tout un truc où je me disais, bon, il va falloir que j'y passe. J'avais une opportunité d'ouvrir dans le Marais. Moi, le Marais, quand j'allais à Paris, quand j'avais 14-15 ans, c'était le truc de malade. Ouais. Citadium, l'énorme Citadium, chez qui on a réussi à rentrer après. C'était le truc lunaire avec mon frère. Il me disait, putain, je suis chez Citadium et tout, c'est ouf. En tant que le nez, c'était le truc de ouf, tu vois. Ouais. Donc, quand t'allais chez Suprême à l'époque, je me souviens, les trucs, tu faisais la queue, t'étais refait. Tu faisais la queue, t'étais comme un fou. Et ce truc Citadium sur 4 étages de que des marques streetwear, on était tous là, wow, la vache. Alors que Lyon, ça reste une grande ville, tu vois. Et on passait un peu pour des charclos. Ouais, des charclos, des gens vraiment de la campagne qui ont enfin, c'est pas péjoratif du tout, mais qui n'ont pas forcément accès à ces magasins, alors que Lyon devrait avoir accès à ça. Ouais. Et il y a un truc à Lyon, on n'a jamais réussi à percer cette faille, tu vois, de développement de trucs, quoi, parce qu'il n'y a pas la clientèle pour, en fait. Ouais. Mais et sur Paris, là, qu'est-ce que ça t'a ouvert en termes de portes? Parce que tu ouvres un shop, et ça a été quoi les conséquences pour ta marque? Ça a été une partie de visibilité déjà. Ouais. Quand tu es ouvert, quand tu as une boutique dans le Marais, tu as déjà un truc de OK, il y a une boutique dans le Marais. Ça a été mon atelier en même temps, donc les gens pouvaient voir comment c'était fait. J'avais l'atelier derrière et le shop devant, mais ça faisait 15 mètres carrés, je crois. Comme ça. Et moi, ça me permettait d'avoir un endroit où travailler. Je n'étais pas à côté du lit de ma mère, je n'étais pas dans le salon, j'allais au boulot tous les matins, quoi. Donc je pense que ça m'a aidé à structurer, ça m'a aidé à faire découvrir la marque, à ouvrir certaines portes, dont Citadium et dont d'autres trucs. Et ensuite, j'ai fermé moi cette boutique en 2021, enfin fin 2020. Parce que là, pour le coup, Paris devenait mortifère. Si tu veux, on était entre Bastille et République. Et on était, donc t'as le boulevard, et on était une rue perpendiculaire qui rentre dans le Marais. Okay. Donc gilets jaunes. Covid, il y a eu les grèves aussi qui étaient assez intenses à ce moment-là. Donc si tu veux, on se tapait tous les week-ends. Tu sais que ton samedi, il allait rien se passer parce que si tu avais les CRS qui se décidaient de se garer dans ta rue, c'était foutu. Terminé, quoi. Donc voilà, moi au bout d'un moment j'ai dit bon écoute, et puis je suis pas vendeur en fait, ça m'intéresse plus. Toi c'est le côté vraiment création qui te plaît Création, et puis je voulais déplacer l'atelier en fait. Pareil, broder, ça m'a fait rigoler au début, mais j'ai pas envie de passer ma vie à broder. Je sais pas très bien faire, je pense qu'il y a d'autres qui sauront bien mieux faire, ça me stressait de ouf. Et donc j'ai appelé Adeline à ce moment-là, j'ai dit écoute Adeline, tu veux pas prendre le relais? Et elle l'a fait, quoi. Et donc tu as rencontré Adeline, t'as chargé de... tu lui as demandé de venir travailler avec toi. Si tu veux, je connaissais personne dans la broderie, c'est quand même un milieu qui est assez niche. Enfin, même si tu tapes brodeur sur Indeed, tu trouves rien, c'est couturier, c'est machin, c'est... Et voilà, je lui ai dit, je savais que le magasin où elle travaillait était en train de fermer, donc je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse pas de venir chez moi et de voir chez Ancré s'il n'y a pas des trucs à faire, quoi. Et donc ça a été ma première salariée, on a travaillé rue de la Charité, en face du commissariat. Pendant 2 ans, on a eu petit à petit une employée en plus, on a ouvert un shop à Lyon, donc je m'étais beaucoup recentré sur Lyon à ce moment-là, en me disant il faut couper un peu les frais, il faut arriver un peu à rebondir. Lyon, j'avais ouvert un peu avant que je ferme Paris, pour avoir une transition, si tu veux. Et voilà, et puis à ce moment-là, je décide de racheter un truc à Lyon encore plus grand. Donc où on est actuellement. Et en fait, rue d'Algérie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y avait une salle au fond. On était déjà rue d'Algérie, mais j'ai pris en face. Et il y avait une salle au fond, une énorme salle magnifique, où je me disais, on va mettre l'atelier là, et en fait, on va broder et on va vendre devant les gens. On va faire comme à Paris, mais en plus grand.
Ce qui plaît d'ailleurs. Ce qui plaisait, ce qui était intéressant, mais ce qui ramenait aussi beaucoup de tu peux me broder mon t-shirt, tu peux broder mon t-shirt. Ce qui n'était pas forcément mon intérêt, bien qu'il y ait sûrement un gros business à faire là-dessus et on est en train de le bosser, mais on se pose là, on se pose dans cet atelier, le shop n'ouvre jamais en fait, parce que c'est encore le Covid et que donc on s'installe là-bas en 2020 et quelques, juin 2020, et qu'il y a un confinement tous les 2 mois. On garde le shop en face, on continue. Enfin, en gros, on a deux shops sur lesquels on bosse constamment. Et au bout d'un moment, l'atelier, on n'a même pas le temps d'ouvrir la boutique, que l'atelier devient trop petit. On voulait les grandes machines, les 6 têtes, et on se dit, en fait, on est dans la merde. À cause de quoi, là? Parce que c'est... Parce que ça se développe plus que prévu, quand même. Pendant le Covid, on a bien géré le truc. Il y avait vos t-shirts, là, qui étaient à la... les gestes barrières, les machins, tout ça vous dû vous... on a réussi à continuer à bosser pendant le Covid. Alors, on n'est pas allé au boulot, mais Aline avait une vieille machine à broder chez elle, mais vraiment familiale, pourrie. Et elle le brodait, elle me faisait la photo, je détourais, je mettais en ligne. On n'avait rien brodé. On avait brodé un bout de tissu tout pourri. Et je photoshopais le truc. Et ça allait être ce qui allait être vendu. Mais c'est juste, on n'avait pas d'autres moyens de le présenter, quoi. Et en fait, on faisait un produit par jour pendant tous les jours du confinement possible et imaginable. Génial. Ce qui a fait que les gens avaient rien d'autre à faire que d'acheter des trucs, tu vois. Et donc, on a pas mal bossé. On a fait des masques aussi, pas protecteurs du tout, mais plutôt esthétiques qui permettaient de protéger. Mais voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait. Il y avait déjà trop de monde sur les vrais masques et nous, on n'avait pas la capacité d'usinage pour aider là-dessus ou pour faire un truc. Donc, on s'est dit, on va essayer de penser un peu à nous et pas planter le business, tu vois. Et donc voilà, et puis après, petit à petit, on a changé l'atelier en se disant, de toute façon, là, on n'a plus de choix, il faut qu'on aille en zone indus, quoi. Ça a été une longue réflexion, parce que le but, c'était quand même de pas être au fin fond de Lyon. Là, c'est cool, on est quand même pas loin de Lyon, et surtout d'avoir un accès aux filles facile pour venir. Alors, je dis aux filles, parce qu'il y a quasiment que des filles, il y a un mec dans le lot qui est arrivé il n'y a pas longtemps, et surtout, voilà, un truc où elles se sentent en sécurité. Zone indus, c'est un truc un peu flippant quand même. C'est pas très... Normalement, c'est que des gros camions, du zinc, de la ferraille, de la tôle. Enfin, tu vois, c'est un truc quand même qui souvent est dans des endroits où t'as pas de métro. Donc pareil, il fallait un peu penser à la transition pour pas perdre toute l'équipe. Parce que là, à l'époque, t'avais combien de collaborateurs? Collaboratrices, vu que t'avais... 4 en atelier. Avec Adeline qui était en atelier. Adeline, aujourd'hui, en bureau toute la journée, mais elle était en atelier. Donc en tout, elles étaient 4. Aujourd'hui, elles sont 10. Et on avait 2 fois moins de machines. Donc, et surtout, on devait pouvoir réceptionner ces grandes machines. Et à un moment, on s'est dit, bref, il faut qu'on arrête de faire croire qu'on peut être en ville. On peut pas être en ville. On bouge et on voit ce qui se passe, quoi. Et tu parlais de développer le truc, etc. Quand tu es un jeune entrepreneur, comment ça se passe un peu au niveau... Parce que tu vas pas tout autofinancer forcément, tu vas aller voir les banques. Comment être crédible, sachant que tu es quand même dans un monde qui est la mode où c'est pas forcément les trucs qui plaisent aux banquiers. C'est super dur d'être crédible. Moi, je suis allé voir les banquiers très tardivement, à part pour ouvrir un compte. Parce que j'arrivais à m'autofinancer, j'avais un peu d'argent de côté, je n'avais pas forcément mérité d'un pré-héritage. En gros, pour être vraiment transparent, donc j'ai commencé à marque avec 10 000 euros. De moi, mes propres moyens, de mes propres fonds, que j'ai quasiment tout cramé dans les collections au début. Et ma mère m'a prêté 5 000 pour 2 machines. Pour 2 machines. On a racheté une autre qui est là, qui est vraiment pourrie d'ailleurs. On a fait un mauvais choix sur celle-là. Mais pour 2 machines et donc je devais grosso modo à peu près 20 000 euros à ma mère et puis elle me permettait de vivre un peu tous les jours aussi parce que en fait en être transparent je me payais pas, quoi. Enfin, tu vois, au début auto-entrepreneur je me payais bien, c'était cool. Il n'y a pas trop de suivi de comptable, il n'y a pas trop de... C'est pas la one again. C'est un peu, tu fais un peu ce que tu veux tant que tu payes ton je sais plus ce que c'est à la fin du mois. Ton URSSAF, non? Ouais, ton URSSAF. Tant que tu payes ton URSSAF et tes charges et tes machins, tu fais ton argent et après tu es auto-entrepreneur, donc techniquement tu dépenses ce que tu veux avec la carte de la boîte. Quoi. Quand tu passes en société, c'est moins drôle et en fait, il y a une année où on a dépassé les plafonds de genre 10 000 euros et on s'est dit, oh, putain, maintenant on paye la TVA, quoi. C'est fini. Et j'étais très mauvais. Et j'aurais dû un peu anticiper le truc avant. Et donc voilà, et donc j'ai cherché un comptable et j'ai monté une SAS. Et après, j'ai pu aller chercher les banques assez rapidement parce qu'il y avait une preuve de chiffres et d'une certaine rentabilité. Tu vois, on a commencé la première année, j'ai dû faire tout seul, je sais pas, 10 000 euros. Après, on a fait 100 000. Après,
après on a fait 350, Ouais. après on a fait 600. Donc si tu veux, on doublait chaque année. Ouais, donc sur le prévisionnel, le banquier, ça te faisait un peu Exactement. saliver. En plus, avec une preuve de rentabilité. Donc, si tu Ouais. veux, il y a tout un truc, plus le fait que je m'entendais bien avec mon banquier, Mm. plus le fait que j'avais 21 ans. Enfin, Je Ouais. veux dire, tu prends pas beaucoup de risques avec un mec de Ouais. 21 Non. ans Ouais, c'est sûr. qui est plutôt en bonne forme et Ouais. qui est bien entouré familialement, sans dire financièrement, Ouais. mais familialement, qui est plutôt sain et qui risque pas tout sur la ligne. Non, c'est sûr. Bah, ouais, et puis après, j'ai eu un banquier assez malin en face en se disant, bon, oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de risques. Ouais. Quoi. Enfin, Parce que donc, tes premiers investissements, c'était quoi? C'était les machines, c'est les le machines, en stock. fait. Non, le stock, tu peux pas le. Le stock, ça tu se peux pas le finance financer, ouais. c'est ça qui est super se chiant. finance pas, C'est le que stock. c'est pour ça que moi j'ai décidé d'avoir mon propre stock Ouais. et de pas avoir beaucoup de stock. Mais par contre, les machines, il y a aussi un truc, c'est que les machines, c'est finançable hyper facilement parce Ouais. que c'est du crédit bail. Ouais, donc, sur le crédit bail, ça c'est appartient à du la crédit banque. bail, ça ouais. appartient à la banque pendant, en gros, pour ceux qui savent pas, ça appartient à la banque pendant 5 à 7 ans. Tu rembourses tous les mois des échéances et à la fin, on te propose est-ce que tu veux acheter la machine à la banque pour. Ça se négocie dans les contrats, mais généralement, c'est 1 mois de redevance de Ouais. loyer et tu rachètes la machine et elle est à toi, quoi. Ouais. Et la banque, au pire, elle sait qu'une machine à broder, si ça plante, Ça vaut un peu de ils vont sous. pouvoir la revendre à Ouais. l'État ou à qui ils veulent, mais ça vaut des sous, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est que des machines, ça se finance, du stock, ça ne se finance pas du tout. Ouais. Ou alors, moi, j'ai trouvé un moyen de le faire financer à un moment, mais tu peux le faire financer par des billets de trésorerie que tu tires. Enfin, Ouais, c'est un peu, c'est beaucoup plus compliqué. Que c'est le beaucoup crédit plus bail. complexe. Ouais. Et puis c'est cool parce que moi, j'apprenais tout ça sur le tas. Tu vois, Ouais. mon banquier qui me dit, bah, tu peux tirer des billets de trésorerie. Je dis, oh, attends, tu vas m'expliquer ce que c'est parce que Ouais. là, je sais pas Ouais, ce parce que c'est. toi, comment t'as fait, sachant que t'avais pas une formation de finance, de comptabilité, etc., pour savoir gérer une entreprise, t'as vraiment appris sur le tas ou t'as. Ouais, enfin, je pense que tout le monde est à peu près cortiqué pour mentalement. S'il est dans son propre business, il est tout seul, il est dessus toute la journée, il sait à peu près ce qui sort et ce qui rentre. Ok. Et tu sais quand ça va, grosso modo, ou quand ça va pas. Ouais. Alors oui, dans les détails, tu sauras pas forcément, mais Enfin, je veux dire, si c'est toi qui fais les paiements, quand t'es 2 associés, je pense que c'est plus compliqué. Quand t'es tout seul à envoyer les virements, à machin, un truc, Ouais, tu sais. t'es censé savoir Ouais. ce qui va pas. Et t'es censé, grosso modo, avoir la vision. Donc, il n'y a jamais eu de business plan, il n'y a jamais eu de. Et c'est là où je remercie aussi mon entourage et ma famille de ne pas m'avoir demandé tiens, fais-moi un business plan pour que j'investisse. Quoi. Parce que je ne sais pas en faire. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, c'est. Toi, c'est vraiment le côté passion, kiff et. Pour moi, dans une boîte, c'est 90% de travail. Ouais. Tu bosses pas, de toute façon, tu n'y arrives pas. Ouais. 5% de chance, il faut quand même un bon facteur chance. Et je vais dire 5%, ça paraît pas beaucoup, mais 5% d'intuition. Quoi. Ok. Et pour moi, tout part à l'intuition. Là, quand on a levé des fonds, j'ai présenté un business plan. Au bout de 2 mois, on n'était plus dessus. Quoi. Ouais. On est à l'inverse de ce qu'on devrait être dessus. Positivement ou. Plutôt négativement. Plutôt négativement. Ouais, plutôt négativement, ou en tout cas sur d'autres chemins qu'on n'aurait pas dû suivre. Enfin, pas qu'on n'aurait pas dû suivre, mais qui sont partis naturellement. Et tu vois, on pariait que le B2B allait cartonner. Ouais. Parce qu'on n'avait pas encore ouvert plein de pays. Donc, on a ouvert l'Allemagne, on a ouvert. Parce que vous êtes développé international. Ouais. On est rentré dans le circuit de ce qu'on appelle B2B, de revente, de showroom, de tout ça. Donc, on a ouvert la France, on n'avait pas encore ouvert. Ouais. Pour que des revendeurs puissent vendre notre marque. Donc, j'ai ouvert France, j'avais Italie, j'ai Japon, j'ai ouvert l'Allemagne, j'ai ouvert la Suisse. Et on s'est dit, bon, bah, c'est parti, quoi. Enfin, moi, je savais que j'allais ouvrir ces points-là. Et donc, sur la levée de fonds, dans le business plan, j'ai mis, bon, on va faire tant en B2B et c'est parti, quoi. Ouais. Et autant sur le site internet, on a fait ce que j'avais prévu, x2 quasiment. Mais le B2B, on a fait diviser par 2. Ok. Ouais, donc ça compense. Tu fais une première saison en Allemagne, tu es censé ouvrir 20 points de vente, c'était avec un bon agent là-bas. Et tu en ouvres 2. Ouais. Mais tu peux pas le savoir. Enfin, tu peux mettre tout ce que tu veux dans ton business plan. Tu peux mettre plus de 0 pour te faire plaisir. Ouais, c'est être riche sur Excel, quoi, en fait. Ouais, tu mets des. Moi, je peux me dire tous les mois, putain, j'ai fait 500 000 euros. Non, t'as mis un 0 en trop. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Ouais. Donc, il était à peu près réaliste parce qu'il voulait être réaliste, ce business plan, mais tu peux pas. Enfin, moi, ce qui m'intéresse pas trop là-dedans, c'est que je le regarde jamais en plus parce que tu peux pas deviner ce qui va se passer. C'est dérisoire de dire je vais vendre 40% de t-shirts en plus l'année prochaine. Ouais. Oui, parce que t'es pas le consommateur final et. Tu peux avoir l'objectif, tu vois, mais tu peux pas deviner et tu ne devineras jamais. Tu peux deviner sur un truc, genre l'e-shop, on a dit 50% en plus, parce qu'il y avait des facteurs, parce qu'il y avait des trucs qui me faisaient dire que si je mettais. Après, parce que je me suis donné les moyens de gagner 50% en plus, enfin 100% en plus, et j'ai mis 100% en plus aussi en com, en Facebook Ads et tout ça. Donc il n'y a pas non plus de secret. Ouais, il n'y a pas de secret, entre guillemets, de réussite d'une société. Non, et puis il y a un facteur chance énorme. Énorme. Parce que là, toi, tu t'expliquais, c'est vraiment pas le Covid, mais les moments un peu, les pièces un peu uniques
que tu sortais tous les jours qui Ouais, fait il y un avait peu ça, péter, et puis nous, on a été bons dans les moments où c'était chaud. On a eu de la chance Ok. dans les moments aussi où c'était chaud. Moi, je me disais, tu vois, décembre 2020, personne ne savait si ça allait ouvrir les magasins pour tu Noël. m'étonnes. Ouais. Et moi, j'ai dit, on commençait à être. Là, décembre 2020, ça commence à être chaud. Ouais. Et moi, j'ai fait le pari de dire, OK, on stocke. On stocke tout et on stocke à mort. Il y avait eu un confinement en novembre Ouais. et on ne savait pas s'il allait continuer. Moi, j'ai dit, vous stockez à mort. Alors que notre principe, c'est de ne pas stocker. Et j'ai dit, vous me blindez les Citadium, vous me blindez nos shops. Ils ne peuvent pas fermer en décembre. Par la grâce de je sais pas quoi, ça n'a Ouais. pas fermé en décembre. Et on a fait un énorme mois. Mais, c'est tout double, quoi. Là, Ouais, vraiment, tu c'est m'étonnes, c'est l'intuition. C'est de se dire, pour moi, je ne vois pas comment ils peuvent fermer en décembre. Surtout, c'est que c'est des comment on appelle ça, des shops en fait qui dépendent vraiment de ces périodes-là, quoi. Et puis un Citadium, ça accueillait plus de monde que le standard, donc il devait avoir Ouais. des réglementations, donc machin, c'était risqué, ouais. Mais ça a marché. Ça a marché, et voilà. Et là, toi, ton inspiration, tu la puisses d'où? Parce que je regardais un peu sur tes réseaux, t'es également artiste musicien. Ouais. Comment tu vas lier la double casquette entrepreneur, artiste? Je crois qu'il y a un truc qui m'a toujours excité, c'est de faire ce que je veux quand je veux. Ok. C'est déjà suffisamment énergivore de gérer sa boîte. C'est un kiff, hein, c'est un énorme kiff. Mais c'est beaucoup de... Tu mets toute ton énergie dedans, tu mets toute ta vie, mais personnelle, professionnelle, tout ce que Ouais. tu veux. Et je pense que personne pourra dire le contraire. Il n'y a personne qui a réussi, qui a fait comme ça. Mais par contre, je pense qu'il y avait des moments où moi j'ai besoin d'aller souffler un peu. Et surtout de faire ce que j'ai toujours aimé dans la vie, c'est de faire de la musique. Alors, à balancer les deux, j'aime autant les deux, mais la musique, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire. Donc j'ai continué petit à petit. J'ai eu des grosses déceptions aussi en musique. On devait signer avec des majors. Où je suis parti en procès avec... C'est véreux, complexe. la musique, c'est très véreux, c'est très... Parce que le monde de la mode, c'est quand même un monde où tu as quand même de la concurrence, des créateurs je avec trouve des assez égos, tranquille, etc. je trouve assez Et tranquille moi, par le monde de rapport la musique, c'est le monde de la musique, c'est infernal. c'est vraiment... Ça se passe d'insultes Ok. négatives, mais après, il faut l'apprendre, il faut le connaître. Et c'est pour ça que je suis parti en indépendant aussi. J'ai toujours fait de la musique en anglais, des projets qui ont pris, d'autres pas du tout. Et à un moment, je me suis dit, pendant le confinement, je me suis dit, tiens, putain, j'ai enfin le temps de faire de la musique. Et je me suis mis en français. J'ai envoyé à 2 personnes du milieu en qui j'avais vraiment confiance. Et ils m'ont dit, c'est cool, pousse le français. Donc j'ai poussé le français, et j'ai pu sortir mon premier EP qui a été produit par celui qui a fait tout Clara Luciani, tout Eddie De Pretto, tout L'Homme Pâle, enfin, une chance énorme. Et en fait, quand on a produit cet EP-là, donc ça coûte cher quand même de produire un EP, hein, c'est bien 20 000 €. On produit ces 5 titres et on va voir des gros indépendants, labels indépendants type Vagram, type Pias. Ils sont tout chauds. Et puis t'attends le contrat 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais. Et puis au bout de 3 mois, en fait, le big boss, il veut pas. Enfin, en fait, tu pouvais pas me le dire avant. Ouais. Ça fait 4 mois que j'attends. Donc au final, tu sais 1 an après avoir fini ton EP que tu vas le sortir, mais tout seul. Ouais. Et du coup en indépendant. Ouais, donc toi, tu as la chance quand même de pouvoir jongler là-dessus, où c'est le monde de la musique. Et comment tu arrives à régler un peu ton emploi du temps là-dessus? Parce que c'est quand même assez énergivore, je pense, déjà en termes de le studio, c'est... avoir l'idée de faire ton Si tu veux, son. ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, Ancré MP3, c'était rattaché à Ancré. Et quand on a levé des fonds, moi j'ai décidé de séparer Ancré MP3 parce que c'est un gouffre financier et je pense qu'il faut savoir pas tout mélanger aussi. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, les gens qui diront j'ai réussi à faire ça parce que j'ai réussi autre chose à côté, ouais, mais si tu pompes tout ce qui est à côté pour le mettre dans un truc qui marche pas, en fait, tout ce que tu as fait là, marche plus. On a trop d'employés, je prends pas le risque de faire ça aujourd'hui. Mais par contre, en termes d'énergie, moi, c'est plus un souffle, tu vois, d'aller faire de la musique. Ça me permet d'aller penser à autre chose. Je fais quasiment pas de sport, je fais quasiment... Enfin, tu vois, j'ai pas trop de hobby autour. Je me dis pas, tiens, là, je vais aller jouer au tennis ou je vais... Enfin, ça, pour moi, c'est une perte de... Enfin, c'est pas une perte de temps, c'est un kiff. Hein, mais j'étais en tennis-études, donc vaut mieux pas que je dise ça. Mais il y a un truc qui, si tu veux, me fait du bien dans la musique. C'est-à-dire que je sais que aussi, je m'évade et je sais que, tu sais quoi, je vais aller au bureau à 7h pour finir un peu plus tôt, 17, 18, et pour faire de la musique après. Et il y a aussi, ça te met des objectifs parce que
pas rêver, hein, mais se lever tous les matins à 6h30 pour toi-même. Ouais. Alors, je sais que pour des tafs, c'est pas kiffant aussi, hein, mais là, il y a personne pour dire, mon gars, tu vas arriver en retard, quoi. Ouais. Si tu veux arriver à midi, tu peux arriver et dire, désolé, j'avais des réunions. C'est vrai. Et là, comment là-dessus tu joues? Parce que tu es quand même encore jeune. Je pense que tu as des tentations un peu... ou pas, hein, j'ai envie de Alors dire. moi j'ai toujours adoré dormir profondément et en fait je me suis rendu compte que plus je dormais, moins bien j'étais. Ouais. Tu vois, à Londres j'étais typiquement dans ce truc là, je me couchais à 3h, je me levais à 15h, des trucs, mais par contre je pourrais dormir 15h toutes les nuits. Ouais. Mais de mettre un rythme où je me lève tous les matins de la semaine entre 6h30 et 7h moins le quart, ça m'oblige aussi à faire des choses. J'ai pris énormément de trains l'année dernière. Alors là, j'en ai pris moins. Mais l'année dernière, j'ai pris 130 trains, je crois. Ah ouais, donc, tu vois, tous les 2-3 jours. Pour aller sur Paris. Paris, Lyon, Bruxelles, tous les 2-3 jours. Et tous les trains sont max à 7h. Ouais. Donc déjà, c'est dire que 3 fois dans la semaine, tu te lèves entre 5h et 6h pour aller prendre ton train. Et déjà, ça te force. Et une fois que tu es dans ce rythme-là, tu n'as pas envie de le casser. Ouais. Parce qu'il est tellement agréable, ce qui fait que pendant 2-3 ans, là j'ai un peu arrêté parce que je commence vraiment à être cuit, mais pendant 2-3 ans, même le week-end, c'était 6h30. Quoi. Ok. Parce que j'adorais ce truc de, en fait, un dimanche matin, en terrasse, à 6h30, t'as le temps de faire plein de trucs, à Paris, cool. Ouais. Mais en fait, t'es le roi du monde. Ouais. Si tu vas boire un café à 7h30, allez, 7h30, peut-être pas 6h30, mais à 7h30, un dimanche, dans n'importe quelle brasserie à Paris, et tu regardes la rue, je dis putain, en fait, ok. J'ai mon grand-père qui me disait, mon arrière-grand-père qui me disait, le monde appartit à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je pense que c'est assez vrai. C'est assez vrai. Après, ça veut pas dire que c'est parce que tu te lèves à 6h30 que tu vas gérer le monde, mais par contre, tu as un sentiment de. C'est-à-dire que dès que tu t'es levé, tu as un sentiment d'accomplissement. Ouais. Alors que dans la journée, tu peux pas toujours le trouver, ce sentiment d'accomplissement. Tu peux avoir beaucoup d'échecs, beaucoup de soucis. Mais là, ça demande juste une force mentale de se dire, mais comme d'aller faire du sport. Hein, ça peut être tout. C'est ça, pareil, ceux qui se lèvent le matin, qui vont faire leur jogging. Mais moi, ça me fascine. Ça. Quand je me lève à 5h et que je vais prendre le train pour 6h30 et que, oui, je prends des Uber souvent parce que tu te payes un luxe à cette heure-là, et que je vois des gens courir et il fait froid et tu te dis, mais putain, mais les gens sont malades, quoi. Mais moi, là où ça a été dur, c'est que j'adore dormir. Quoi. C'est pas un truc où je me réveille facile, quoi. Et là, c'est quoi tes projets là, pour le futur que ça soit pour ancrer ton côté musique Écoute, l'idée... J'aime... La marque, tu dépends de la mode, tu dépends des circuits, tu dépends de beaucoup de choses qui, là, commencent de plus en plus à me gonfler. Parce que tu te forces à sortir des trucs, tu te forces à sortir certains dessins... parfois, tu te forces à solder alors que nous, on solde jamais. Tu les vois, là, tout le monde fait ça. Enfin, Arte à Bruxelles, qui normalement font des mois. C'est une super marque, ça. Ouais, qui font des mois monstrueux. Mais là, Bruxelles, en ce moment, donc nous, on a ouvert un shop là-bas il y a 1 an, un peu moins, 9 mois. Là, ils ont fait des soldes. Ouais. Le week-end dernier, c'était pour 100 € acheter un t-shirt offert. C'est Arte, des belles soldes, quoi. Et pour 200 € un hoodie. Enfin, tu vois, et du coup, tout le monde est allé chez Arte, mais quand des gens commencent à faire ça, des gros, c'est que tu sais que ça commence à être un peu chaud. Ouais. Et donc voilà, moi, de dépendre du circuit de la mode, de la météo, de l'argent des gens et tout ça, j'ai pas spécialement envie. Donc j'essaye de trouver une espèce de vache à lait qui me permettrait de m'amuser sur Ancré et d'être moins tous les jours un peu sous pression. Et du coup, là, on est en train de monter un atelier de prestation en B2C et B2B, pour les deux, qui s'appelle Thread, avec 3 A. Et l'idée, si tu veux, c'est depuis ton ordi, de A à Z, tu peux commander. T'as pas besoin de demander un devis, t'as pas besoin de... Okay. Donc vraiment, t'as envie de faire avec des belles pièces. T'as pas comme juste... le Pixaprint. comme les Pixart, comme le Vistaprint, comme tous ces trucs-là. Mais avec des jolies pièces. Pas avec des trucs dégueulasses. Et où tu sais que tu reçois ta commande et c'est beau. Et t'as pas un truc au Vistaprint, une fois sur deux, c'est comme ça ressemble à rien. Donc voilà, et aussi pour du B2B, pour du haut de gamme, et on va essayer de développer la prestation de broderie haut de gamme. Ok. Dans des hôtels, restaurants. Ouais, exactement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en font, et qu'aujourd'hui, nous, on a le savoir-faire pour ça. Et aussi, on va proposer petit à petit des services à 360, mais qui veut développer sa marque. Enfin, nous, on peut envoyer, on peut faire son packaging, on peut faire ce qu'on veut. C'est recherché, ça, je vois, il y a plein de... C'est assez recherché chez les youtubeurs, chez les artistes de musique, beaucoup, qui font du merch. On est en train de bosser petit à petit. Là, par exemple, on a une étiqueteuse
personnaliser. On peut personnaliser nos propres étiquettes Ouais. sur des rubans en soie et ensuite on les coud nous-mêmes. Ok. Ce qui fait que pour les artistes de musique, je leur mets leur QR code de leur single, par exemple, qu'on coud sur l'étiquette. Ok. Et ça, c'est des petits trucs que tu fais pas ailleurs ou que tu proposes c'est pas vrai. ailleurs. Et voilà. Et c'est aussi quand les gens reçoivent, ils reçoivent ce qu'ils avaient demandé. Ouais, y a Moi, rien j'ai de plus toujours ce frustrant, souvenir ouais. de ces casquettes-là. Moi, je veux que le mec, il reçoit ce qu'il a demandé. Après, il faut accepter que c'est un prix et que ça sera pas 20 € le t-shirt, quoi. Non, mais c'est évident. Et là-dessus, comment toi tu réponds entre guillemets à la concurrence, parce que c'est un secteur ultra concurrentiel avec des gros, des plus petits indépendants, etc. Et des gens comme vous qui commencent à être quand même structurés, avoir un certain nombre de pièces vendues, de chiffre d'affaires, etc. Et qui veulent se développer, sachant qu'il y a les très gros un peu qui bloquent la fast fashion. Après, c'est peut-être pas vos concurrents non plus, parce que Alors nous, on a un principe de fast fashion, pas dans les principes éthiques évidemment, mais dans le principe de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on fait tout le temps des nouveautés. Mais par exemple, quand tu vois un t-shirt sur notre site internet, on n'a même pas brodé le t-shirt en fait. On a brodé un prototype de t-shirt sur lequel on fait 30 broderies différentes. On a pris en photo, on l'a photoshopé, on l'a mis sur le t-shirt. Encore une fois, c'est ce que ça va rendre en vrai. Mais il y a des t-shirts qui sont sur le site. On a vendu 3 peut-être, mais on en a brodé 3. On n'a pas brodé 150 quoi. Alors, parce que tu pars d'une marque blanche. Exactement. Alors on stocke un petit peu nos magasins maintenant petit à petit quand même. Mais je vais dire, on est vraiment on jette quasiment rien. Enfin, c'est très rare qu'on fasse du surstock. Moi, je pense je peux pas ne pas comprendre les gens qui vont acheter des t-shirts à 3 balles. Enfin, tu vois, quand t'as pas de thunes et que tu arrives en magasin et que tu peux avoir pour 20 € 5 produits, c'est comme si tu vas chez Action pour acheter ta baguette. Là, j'ai vu, je sais plus, ils ont sorti une baguette 49 centimes. Ouais, 39 ou 49, 39. Ils ont sorti une baguette à 39 centimes. Et j'y pensais dans la voiture, je me disais, mais les artisans, ils en pensent quoi? Tu sais, celui qui se lève à 3h du mat, qui va aller se faire sa baguette, qui va se faire chier à la faire. Il la met pas à 1,80 € parce que ça lui fait plaisir, il la met à 1,80 € parce que les coûts ont augmenté et qu'il a pas le choix. Enfin, c'est pas Mais en même temps, foncièrement, moi je pense que si je suis boulanger, je me lève à 3h du mat, oui, ça me saoule. Et en même temps, je me dis, si ça permet à des personnes d'aller acheter leur baguette à 39 centimes et à la fin du mois d'aller un peu mieux, voilà. Pour autant, je défends absolument pas les fondements de la fast fashion et toutes les dérives que ça entraîne et tout le scandale écologique, le scandale humain et tout ce qui va autour. Mais tu peux pas arrêter les gens, enfin tu peux pas les forcer à faire quelque chose. C'est ça qu'il faut apprendre aussi, je pense. Moi, je vais pas les forcer à acheter ma marque. S'ils aiment, ils aiment. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Tu vois. Par contre, il y a le vrai marché de la seconde main où là, j'essaie quand même, quand je peux, d'éduquer, je sais pas, soit des stagiaires qu'on a ici, soit des gens qui m'entourent ou autres, qui vont chez Zara. J'en dis juste, pas sur Vinted, quoi. Pas les mêmes, qui n'ont pas été portés, ça te coûtera moins cher. Et au moins, je veux dire, tu as un minimum d'éthique dans le truc. Mais il y a le marché de la seconde main. Mais Vinted, c'est un truc de malade. Après, il faut savoir ce que tu cherches et autres. Mais il y a. Moi, paradoxalement, je mets rien de neuf. Rien. Parce que là, t'as une veste Adidas. Une vieille veste Adidas que ma copine m'avait offerte. J'ai un jean ancré qui a 2 ans, que c'est le prototype que je teste. Si les chaussures sont neuves, encore, c'est rare que j'ai des chaussures neuves. mais voilà, c'est l'idée, moi aussi, c'est aussi de m'imprégner de ce qui se passe. Et je trouve que la seconde main est en train de prendre, ou le vintage, ou ce qu'on veut, quoi, mais en train de prendre un tournant énorme et c'est en train de faire fermer des marques à tour de bras. Parce que moi, je vois ma sœur là, qui a 17 ans. Vinted, maintenant, c'est devenu son... C'est Asos. C'est Asos de l'époque, c'est Zalando de l'époque. Mais je sais même pas... Enfin, le truc, ce qui est impressionnant chez eux, c'est que tu vois pas la fin du développement. C'est-à-dire que... Ils sont trop forts. Enfin, il y en a pour 30 ans, pour ne plus avoir de nouveautés. Et ancrés, tu trouves des ancrés sur Vinted? Ouais, il y en a, il y en a pas mal. Mais pas repasser tout. Franchement, c'est un peu comme... je sais pas, le boulanger qui voit, encore une fois avec cette comparaison-là, mais qui voit le mec sortir avec sa baguette et qui croque dedans comme ça, tu vois. Là, tu vois des t-shirts tout froissés, des trucs, tu te dis putain, faites un effort, on a mis du temps à les faire. Et en même temps, très bien, s'il y a un circuit de seconde main sur Ancré, je suis très content, mais... Et puis, si on veut le maîtriser nous-mêmes, on n'a qu'à faire une marketplace et on n'a qu'à le faire nous, on le fera pas, mais par contre, je pense que la seconde main, il y a encore 30 ans bien puissant devant et ça va flinguer beaucoup de marques. Et je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas... De toute façon, au bout d'un moment, il y aura forcément des marques qui ont besoin de produire... Il y aura forcément besoin de renouveler cette vieillesse, si tu veux. Mais je pense qu'avant qu'on ait fini de fouiller les placards de nos grands-parents, de nos parents et de nous-mêmes,
C'est vrai. Il y a 3 générations encore. Ouais, parce que tu vois les fripes. Mais même maintenant, les fripes, je trouve Ouais. que tu vas en fripe, il y a des moments, c'est pratiquement le même prix que du neuf, tu vois. Ouais, t'as des trucs, c'est scandaleux. Mais... Tu vois, pareil, je me souviens, les trucs au kilo, là, ça, c'est un peu. Ouais, ça fait marrer, ça. c'est des trucs au kilo, suffit que ta boucle elle soit métallique, et Ouais. tu te retrouves avec 2 kilos de plus. Ouais. Moi j'avais rencontré ces mecs qui avaient fait tous les kilos, ils ont Kilo Shop, Kiliwatch et Hippie Market, Ok. donc quasiment 3/4 des fripes au début. Après, là où j'ai du respect pour lui, c'est qu'il y est depuis 30 ans, 40 ans. Ah ouais, Enfin, c'est c'est le mec, innovateur, le mec il a commencé, il y a une plombe, c'est plus les petits là qui achètent sur Vinted et qui revendent en magasin, ce qui est très bien aussi, ça fait des business, c'est tant mieux. Mais je suis allé voir son truc à Rouen là. Oh la vache! Mais c'est lunaire. Même l'œil humain ne peut même pas comprendre la quantité de vêtements usés Ah ouais? qu'ils ont là-bas. Et ça en est presque un peu angoissant. Moi, quand j'ai vu ça, je fais oh putain. C'est un temple. Mais c'est des trucs, mais ouais. il y a des reliques. des reliques et surtout des. Je sais plus comment t'appelles ça, tu sais, des. Ah oui, les des trucs. balles, Ouais, des balles. les balles, ouais. T'as Ok. des balles de fripe, je pense qu'ils vont pas ouvrir avant 10 ans, tellement elles sont loin dans la pile. Ouais. Et que. Enfin, c'est mais lunaire. Et le mec, il fait des dizaines de millions. Et parce qu'il vend aussi à d'autres. Ouais, forcément. Mais pour le coup, moi, ça me fascine toujours ces gens parce qu'ils ont rien demandé. Ils ont pas demandé à ce que ça devienne à la mode. Lui, il a commencé à Rouen, je crois, en tant qu'antiquaire, il y a 40 ans. Bah, tant mieux pour lui, tu vois. Et le fait que là, il y a des stars. Moi, je suis pas mal de DJ, tu vois, Ouais. comme Bob Sinclair, tu vois, par exemple, qui utilise à fond ça. Ouais. Ça va aider aussi. Ça éduque un petit peu une partie Ouais, les je jeunes pense, et, ouais. et les gens. Bob Sinclair, fun fact, j'ai sa table basse chez moi. Ah ouais? T'as acheté sur Le Bon Coin? Non, même pas. Il habitait rue Vieille du Temple à Paris, je crois, dans le centre. Et moi, j'avais la boutique rue du Pont-aux-Choux et j'habitais rue Charlot. Donc, tu vois, c'est un espèce de triangle de 500 mètres. Ouais. Et un jour, on va à une expo d'un ami commerçant et on voit des trucs dans la rue, genre du vieux Roche-Beaubois posé dans la rue. Et à l'époque, là, de moins en moins, avec ces trucs de puces de lit et tout, mais je trouvais, enfin, il y avait plein de trucs dans la rue, tout le monde Comme au States, c'est un peu. ça, Ouais, c'est où pas mal, ouais. tu mets des. En fait, c'est même là, tu déclares à. Ils appellent ça les encombrants à Paris. Ok. Et c'est la déchette qui vient de les récupérer gratuitement. Et donc, le temps que la déchette vient de récupérer, souvent, t'as des trucs. Lui, il avait même pas fait ses déclarations. Il savait que les gens allaient récupérer. Table Roche-Beaubois avec un mini-bar à l'intérieur, un truc Trop de classe. malade. Et Ouais. en fait, le commerçant dit bah, c'est Bob Sinclair qui a vidé un peu son appart là. Je dis ça, c'est pour moi. Ouais. Collector. Ouais, et on l'a pas. Enfin, ça pèse des kilos. Elle est là-haut, là, d'ailleurs. Elle est Ok. là-haut. Mais voilà. Et donc oui, mais que des gens éduquent, c'est bien. Je pense qu'il faut. Et en même temps, il faut trouver le juste milieu aussi de comment est-ce que tu achètes. Tu peux acheter du neuf très éthique aussi, tu vois. Ouais, Mais, c'est vrai. et puis pour autant, c'est pas parce qu'il y a marqué bio sur ton t-shirt qu'il est éthique. Enfin, tu Ouais. vois, Oui, parce que ton bio, il peut être fait en trois Honduras. quarts des bio, c'est du bullshit. Ouais. C'est le truc, il a fait 4 fois le tour du monde parce qu'il a été fabriqué effectivement en Honduras. Ensuite, il a été teint en Chine. Ensuite, il a été cousu Ouais. en Inde. Et ensuite, il est arrivé en France. Ouais, bah mon gars, moi, si je fais tout en Turquie, c'est quand même plus rapide, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Parce que là, toi, si tu avais un petit conseil à donner à des jeunes, ça serait quoi là aujourd'hui? Un gars qui veut lancer, peut-être pas forcément dans la mode, mais qui veut lancer sa marque. Il n'a pas forcément beaucoup de sous de côté. Ça va être quoi forcément le travail? Le facteur chance dont tu parlais. Et après, c'est quoi l'intuition? Comment tu vas aller chercher un petit peu le côté Ouais, qui va te permettre après. c'est de croire en ce que tu as envie de faire, en Ouais. fait. Si tu veux, il y a si t'as pas une c'est toujours compliqué parce qu'on me pose pas mal de fois la question, soit des parents, soit des stagiaires, soit Ouais. des écoles à qui je fais alternants, des interventions. Et je leur dis souvent, foutez-vous de ce qu'on vous dit. Ouais. Vraiment, foncièrement. Ça, on l'avait Foutez-vous de ce dit qu'on aussi dans un autre podcast précédent. Ah ouais, Ouais. Bah voilà. Mais je trouve ça assez vrai parce que N'écoutez personne. ouais, il si dit. tu prends les avis de tout le monde, en fait, t'es perdu, quoi. T'es là, ouais, mais là, ça, ouais, mais là, ça, ouais. Mais en même temps, il faut savoir écouter les gens. Enfin, il faut savoir prendre ce qu'on te dit et après, t'en fais le tri. Et je pense que c'est ça le plus dur, c'est de se dire soi-même, ça, c'est cohérent, ça, c'est pas cohérent, ça, c'est cool, ça, c'est pas cool. Mais ton idée de base, il faut pas la dévier. Là, par exemple, nous, on est en train de faire des cafés. Ancré café? Ouais, en Ouais. café. Les gens qui ont investi dans ma boîte, ils n'ont pas investi pour du café. Ouais. Mais, de une, c'est ce qui me fait kiffer en ce Ouais. moment. Donc, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Et ils suivent le personnage Charlie Farm aussi. Ils sont obligés, Ouais. n'importe qui investit dans une boîte, il suit les gens qui lead la boîte. Le café, ça me fait kiffer. Je sais que quand un truc me fait kiffer, généralement, je le fais bien. Ouais.
Et il y a de quoi se faire de l'argent. Donc, pourquoi on le fait tous pas, les tu critères vois? qui sont... Pour autant, on bosse dessus tous les jours, hein, ça change rien, mais pourquoi on le ferait pas? On a une opportunité là d'ouvrir Ruvier du Temple. Il y a 13 mètres carrés, je vais pas mettre un magasin de vêtements dans 13 mètres carrés. C'est sûr. Par contre, je peux mettre un café. Ouais. Et là, un café dans 13 mètres carrés, personne dira, oh, c'est tout petit. Ouais. Donc il y a tout un... C'est comment tu adaptes, comment tu fais, comment... Mais aujourd'hui, si t'as la dalle, si t'as envie de faire ton truc et si t'y crois, en fait, je vois pas pourquoi tu le ferais pas et tu te rateras sûrement. Comme moi, je vais me rater probablement, je sais pas quand, mais... Enfin, j'ai déjà fait énormément d'erreurs, faut pas se voir la face. Mais comme ma boîte peut planter dans 6 mois. Elle peut. Comme il peut pleuvoir dans 10 minutes. Ou il peut... Enfin, tu vois, c'est un truc où il faut juste croire en ce que tu fais. Maintenant, il faut pas se voir la face, il faut un peu d'argent aussi. Tu peux pas monter une boîte avec 0. Et surtout, ne risque pas ton après-boîte. C'est-à-dire que... Si t'es endetté pendant 40 ans pour... Il y a un truc à savoir, c'est que ça fait 7 ans que je bosse 12 heures à 14 heures par jour. On pourrait dire tous les jours, non-stop. J'ai le cerveau allumé que pour ça. Là, j'ai une copine, donc j'essaie un peu depuis 2 ans, j'essaie de penser un peu autre chose de temps en temps. Mais je pense qu'à ça, et je suis animé que par ça. Et même elle, je lui en parle que de ça. Mais si demain, en crée, c'est fini, j'ai pas de chômage. Je n'ai pas de chômage. C'est les problématiques de l'entrepreneuriat, quoi. Après, je pourrais très bien me dire, c'est pas moi le président, et on passe la présidence à quelqu'un d'autre, et tu fais une magouille comme ça. Mais j'ai décidé d'être président, j'ai décidé de gérer la boîte. Mais demain, je n'ai pas de chômage si ça se termine. Je vais pas aller bosser le lendemain de la fermeture de ma boîte pour aller me refaire de l'argent. Enfin, je veux dire, ça va pas pour rembourser des emprunts, que j'ai pris sous la boîte. Parce que moi, le gros refus que j'ai eu, c'est de plus être caution perso. Je l'ai été un peu au début, t'es obligé, t'as pas le choix au début. Donc je dois être caution perso de 20 000 €, un truc comme ça. Mais j'entends parfois des potes ou d'autres qui me disent j'ai été caution perso de 150 000. Tu dis putain. Après, je n'ai jamais entendu d'histoire de quelqu'un qui a fermé sa boîte et qui a fini par dormir dans la rue. Il y a aussi ça, en fait, où t'as aucune chance de finir dans la rue. Là où c'est bien foutu, contrairement au truc du chômage, c'est que t'as plus d'argent, c'est l'État qui reprend ta boîte. Et c'est quand même un luxe. Enfin, je veux dire, l'État rachète toutes tes dettes. Et il faut quand même se mettre en tête, quoi. Et en tout cas, merci Charlie. Avec plaisir. D'avoir participé à mon podcast. Avec grand plaisir, sympa. Merci à toi. Et en tout cas, je souhaite plein de réussites dans tes futurs projets. Et j'espère que toutes les personnes qui ont écouté ça ont kiffé. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. À très vite, merci Tristan. Merci Charlie. Ciao. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, liker, commenter et même partager notre vidéo. Encore une fois, merci et on se retrouve pour de nouvelles aventures.